le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Aujourd'hui à l'émission, le Mercedes-Benz EQB, une variante électrique d'un modèle existant qui est évidemment le GLB. Ce véhicule-là est construit sur la même architecture que la classe A de Mercedes, donc c'est véritablement une version électrique d'un modèle à motorisation thermique. C'est aussi un signal que Mercedes-Benz pousse très fort pour ce qui est de l'électrification, mais les débuts ont été difficiles dans le cas de cette marque. Effectivement, parce que j'avais assisté personnellement, et je crois que tu y étais allé aussi sur un autre événement. En cours d'année 2019, Mercedes-Benz avait fait un gros tapage médiatique mondial pour présenter le EQC, qui a été commercialisé en Europe, mais qui n'est finalement jamais venu chez nous en Amérique du Nord. Et là, évidemment, s'en est suivi la COVID, alors ça a un peu freiné le marché de façon générale, pour finalement découvrir que Mercedes-Benz est arrivé avec une gamme de véhicules électriques complets, mais directement dans la mire des produits Tesla, parce que chez Tesla, on a 4 produits, hein? La Model S, le Model X, évidemment la Model 3 et le Model Y. Et tout ça, bien, on a aujourd'hui un équivalent chez Mercedes avec les EQE et EQS, Berline et VUS. Donc, des produits qui sont dédiés 100% électriques et qui ont été en réaction, littéralement, au succès des produits Tesla parce que, initialement, on ne devait pas commercialiser de l'électrique en si grand nombre. On avait un objectif avec des diesels. On se souvient ce qui est arrivé. On s'est viré de bord et on est allé vers l'électrique. Et il y a ce produit-là qui est un peu champ gauche et qui ne fait pas partie de la stratégie générale de Mercedes-Benz qui veut entrer dans les dents de Tesla. Là. On l'a adapté, ce produit-là. Exactement, parce que si on regarde du côté des EQS, EQE, évidemment des berlines, des VUS, aussi des versions AMG encore plus performantes, voilà. Ouais. Mais ici, on est dans un tout autre registre. Encore une fois, un véhicule à motorisation thermique, mais en version électrique. Et c'est aussi le véhicule électrique le moins cher, il faut le dire, de la gamme de Mercedes-Benz. Oui, on ne dit pas le plus économique. Ouais, on ne dit pas le plus économique, on dit le moins cher. On y reviendra plus tard. Là. Et c'est une raison d'ailleurs pour laquelle on trouvait que c'était pertinent de le mettre à l'essai. D'autant plus que le GLB connaît, lui, de son côté, un certain succès. C'est essentiellement le même produit. D'ailleurs, esthétiquement, il faut avoir l'œil assez aiguisé pour constater les distinctions. Exactement, parce que si on regarde ce véhicule-là puis on le compare au GLB, tout ce qu'on voit comme différence, c'est évidemment la calandre qui est fermée à l'avant, quelques petits détails comme des plaques EQB sur les ailes, des détails sur les jantes et aussi, évidemment, l'absence totale de tuyère d'échappement à l'arrière, vu que c'est un véhicule électrique. Mais pour le reste, tu as raison, ça ressemble essentiellement à un GLB, sauf que celui-ci, encore une fois, est à motorisation 100% électrique. Bon, évidemment, le GLB, c'est le pendant à essence du EQB. On l'a mentionné un peu plus tôt. Un véhicule qui est quasi similaire, même position de conduite, même aménagement intérieur, à la différence, bien sûr, que l'instrumentation diffère parce qu'ici, on a une technologie électrique, alors que l'autre version propose des moteurs à essence. Il y en a 2 au total. Il y a le 4 cylindres 2 litres turbo de la version 250 et il y a la version poussée à 302 chevaux qu'on appelle GLB 35, qui est un modèle AMG. Ça, c'est quand même assez intéressant au niveau de la conduite. Maintenant, le QB, c'est un véhicule qui a bien sûr cet avantage d'être très silencieux, mais toujours avec une position de conduite qui, personnellement, me plaît beaucoup. On a l'impression de conduire une petite boîte carrée. La visibilité, elle est excellente. Un gros avantage par rapport au GLA, si vous voulez mon avis. Je préfère de loin le GLB au GLA. Et ce sont, ironiquement, 2 rivaux qui partagent les mêmes technologies. Alors, c'est la raison pour laquelle Mercedes-Benz a préféré aller greffer sa technologie électrique au GLB plutôt qu'au GLA, faisant ainsi du GLB un EQB. On se mélange tout le temps avec le nom, c'est pas nécessairement évident, mais enfin bref, les véhicules sont à ce point similaires qu'on se demande pourquoi Mercedes-Benz n'a tout simplement pas choisi de baptiser le véhicule que je conduis présentement GLB électrique ou GLBE, peu importe. Mais enfin bref, c'est un EQB que je conduis présentement avec une puissance de 288 chevaux. C'est la même puissance que vous allez retrouver dans le EQE régulier, donc des moteurs électriques qui sont similaires, un logé sur chaque essieu.
À la différence qu'ici, on a une batterie de plus petite taille, 70,5 kWh de batterie contre 89 pour le EQE. Alors, ça fait une différence au niveau de l'autonomie. Autonomie qui est d'ailleurs décevante dans le cas qui nous concerne. On annonce 356 km, autonomie réaliste. Mais évidemment, vous aurez compris que durant la saison froide, ça va baisser à environ 225-250 km dans le meilleur des mondes. Alors, pas très impressionnant, surtout si on compare avec la concurrence actuelle, Audi Q4 e-tron, Genesis GV60 et bien sûr le duo C40 XC40 du côté de chez Volvo. Des véhicules qui n'ont toutefois pas l'avantage de pouvoir offrir en option une banquette de troisième rangée qui va servir ici uniquement à des enfants pour dépanner. Mais à tout le moins, on peut l'obtenir. Alors, Mercedes-Benz propose cette option pour 1 300 $. Ça vient évidemment affecter l'espace cargo qui, sinon, est franchement intéressant. On peut mettre de gros objets à bord du coffre dans ce véhicule-ci et ça fait en sorte que c'est un petit VUS qui peut être pas mal plus pratique que certains autres véhicules comparables au niveau du format. Maintenant, au niveau de l'aménagement, les places arrière, donc pour la banquette médiane, très bien pour des enfants. C'est un petit véhicule, mais qui est très pratique pour la famille. Et le comportement routier du EQB est très rassurant, lui aussi. Évidemment, c'est un véhicule qui est un peu haut sur pattes, donc les transferts de masse sont considérables. C'est beaucoup plus lourd que le GLB. 470 kilos plus lourd que le GLB, pensez-y. C'est une famille au complet qu'on vient ajouter au poids du véhicule ici. Alors, ça a un impact évident sur le comportement routier du véhicule, mais en conduite quotidienne, on ne s'en ressent que peu, notamment parce que le centre de gravité de ce véhicule-ci est beaucoup plus bas que la moyenne des véhicules à essence et conséquemment qu'un GLB 250 4MATIC. Comment choisir un garagiste? Tout bon garagiste devrait avoir les certificats de qualification requis. Vérifiez aussi sa réputation, la garantie offerte sur les réparations, s'il affiche ses coûts et si ses installations sont conformes aux normes. Vous pouvez aussi choisir un garage recommandé CAA Québec. Les vérifications sont faites pour vous. Oh, tu t'amuses? Comme toujours, Antoine, découverte. Il y a des trucs à découvrir. Puis ironiquement, c'est pas nouveau comme système. Hein? On l'a introduit il y a plus de 5 ans dans la défunte classe A. Et là, on se retrouve dans un VUS 5 ans plus tard, plus spacieux, plus cher, 100% électrique, mais avec ce même système à double écran qui a encore des trucs très intéressants, je pense. Par contre, la façon d'utiliser, ça, c'est pas clair. Et ça, c'est un problème de plusieurs constructeurs automobiles. Hein? Comment est-ce qu'on interagit avec l'écran? Comment est-ce que l'écran nous envoie l'information? Comment nous, on envoie de l'information ou des commandes aux écrans des différents véhicules? On dirait qu'il n'y a pas encore de standard établi. Non. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que Mercedes a dit, bien, savez-vous quoi? On va vous donner un éventail de possibilités, puis genre, interagissez comme vous voulez. Il y a l'écran tactile, bien entendu, donc on peut naviguer comme on le ferait avec une tablette ou un téléphone. On a aussi un pavé tactile ici avec un repose-poignet fort intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est le retour haptique. Donc, il y a une petite vibration pour confirmer qu'on a effectivement fait la commande. Donc, on peut ne pas nécessairement avoir les yeux sur l'écran ou sur le pavé. On a une espèce de confirmation avec les vibrations. Donc, ça fait deux façons. La troisième façon, c'est une espèce de petite souris qu'on a ici sur le volant. Donc, à droite, c'est pour contrôler l'écran de droite et on a ce même petit bouton à gauche pour contrôler d'autres fonctions à gauche. Donc là, ça fait trois façons d'interagir différemment avec les différentes options du véhicule. Et la quatrième façon d'interagir avec le véhicule, c'est en utilisant l'assistant vocal. Ici, chez Mercedes, c'est le fameux « Et Mercedes » pour loger des appels ou encore afficher certaines informations. Bon, c'est sûr que l'écran, il fonctionne très bien. Il est simple, efficace. Il est peut-être un peu loin du conducteur. Sur le plan du design, c'est très beau, mais sur le plan ergonomique, il faut quand même s'étirer un peu. Mais ça demeure pour moi la façon la plus simple et la plus facile d'utiliser ce système-là. Tu appuies sur ce que tu veux utiliser et tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour y arriver. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça, c'est petit. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus haut et beaucoup plus large maintenant. Bien, surtout si tu compares avec les EQS, voilà. avec le Hyperscreen de Mercedes. Quoique ça, je te dirais que je ne suis pas un fan non plus. As-tu déjà nettoyé ton tableau de bord, Mathieu? Oui. Parce que là, je te dirais que le Hyperscreen de Mercedes...
C'est ça. C'est le défaut des touches tactiles, c'est que ça te prend une petite serviette à proximité pour enlever tes empreintes digitales. On entend souvent dire que les véhicules électriques n'ont pas besoin d'entretien parce qu'ils n'ont pas de moteur à essence, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt plus près du mythe que de la réalité ici? Oui, effectivement, c'est pas tout à fait vrai parce qu'un véhicule électrique, comme les autres, va avoir bien sûr des pneus, une suspension, des essuie-glaces, un filtre d'habitacle. Donc, il y a un entretien à faire. Et surtout aussi, ce sont des véhicules qui sont lourds, donc ils vont surtaxer des composantes justement comme les pneus et les articulations de suspension qui s'usent plus vite. Il y a les freins aussi auxquels il faut porter une attention particulière parce qu'ils sont peu sollicités. Ça veut dire qu'il faut les faire nettoyer au moins une fois par année. Et les véhicules hybrides rechargeables, bien entendu, vont avoir toute la quincaillerie du moteur à essence à entretenir de temps en temps. Où est-ce qu'on peut faire ça? Évidemment, chez un atelier de confiance pour les composantes de base, chez un concessionnaire aussi, et chez un garage recommandé CA Québec. Parce que d'ailleurs, on a 30 ateliers qui sont certifiés compétences VE et qui vont savoir quoi faire avec un véhicule électrique qui est amené par un consommateur. Et pour les problèmes plus pointus, bien évidemment, on se rend chez le concessionnaire, surtout si le véhicule est garanti. La motorisation électrique du EQB, c'est 288 chevaux, mais surtout 384 livres-pieds de couple. Ça donne des accélérations qui ne sont pas nécessairement spectaculaires ou à tout casser, mais pour ce qui est de l'accélération, je dirais que c'est très semblable au Mercedes-Benz GLB 35, qui évidemment est le modèle de motorisation thermique le plus performant de la gamme GLB. Par contre, ce qu'on remarque ici, c'est évidemment le poids. Comparativement au GLB 35, le EQB est évidemment beaucoup plus lourd. Et ça fait en sorte que les liaisons au sol, ou en fait le tarage des amortisseurs, c'est beaucoup plus ferme, de façon à pouvoir composer avec la masse qui est plus élevée du EQB. Au quotidien, on va s'en ressentir un peu plus sur les bosses. Donc, pour ce qui est du comportement routier, prévisible, rassurant, c'est pas du tout une voiture de performance ou quoi que ce soit. En fait, avec ce véhicule, on a l'impression que c'est plus une question de compromis que d'autre chose, parce qu'au départ, encore une fois, c'est un modèle à motorisation thermique, moteur à essence, qui a été adapté pour la motorisation électrique. Donc, c'est pas nécessairement très enthousiasmant à conduire. Fait le travail, comme on dit, avec une direction quand même relativement précise. Mais c'est pas un véhicule qui est particulièrement passionnant. En fait, j'ai eu plus de plaisir à conduire le Audi Q4 e-tron sur ce circuit que ce Mercedes-Benz EQB. Donc, pour ce qui est de la dynamique, correct, mais pas vraiment impressionnant. On répond aujourd'hui à la question de Samian qui s'intéresse au Mercedes-Benz EQB. Bon, évidemment, Samian possède le même véhicule depuis 12 ans, un BMW X3 dont il a été entièrement satisfait. Il craint la fiabilité du Mercedes-Benz EQB au niveau de la batterie et veut savoir si ça peut durer aussi longtemps. Évidemment, Samian, répondre à une question concernant la fiabilité, c'est toujours très délicat, surtout pour un produit qui vient d'arriver sur le marché. Personnellement, je ne craindrais pas la batterie comme telle, mais peut-être une partie de la technologie qui l'entoure. Il faut savoir que les garanties prolongées qu'on va ajouter sur un véhicule électrique excluent de façon générale les batteries parce qu'il n'y a aucune compagnie de garantie prolongée qui va accepter de couvrir les batteries pour un terme plus long que la garantie du manufacturier. Alors, c'est un risque, mais un risque quand même pas trop élevé en ce qui me concerne. Il faut quand même savoir qu'un véhicule électrique à moyen et long terme, ça vient avec des coûts d'entretien qui sont quand même considérables. Et chez Mercedes-Benz, on le sait, on ne fait pas de cadeaux.
Hugo, tu nous parles aujourd'hui de produits pour nettoyer l'habitacle du véhicule. Oui, une des choses les plus importantes à nettoyer, c'est les vitres. Question de bien voir l'extérieur. Avoir le bon produit pour ne pas abîmer les vitres teintées sans ammoniac. Et pas que ça fasse de traces. C'est ça. Qu'on ait fini de la laver et qu'il y ait plus de traces qu'au départ. Ouais. L'autre chose, c'est d'avoir un bon produit pour nettoyer le tableau de bord. Pour ne pas l'abîmer. Et puis, on a différents types de produits selon le lustre qu'on veut. Puis là, tu dis tableau de bord, ça concerne tout ce qui s'appelle panneau intérieur de portière, console centrale, tout ce qui est plastique ou même cuir à l'intérieur du véhicule. C'est ça. On utilise le bon produit pour le faire. Depuis quelque temps, on voit que la microfibre, c'est le produit pour bien nettoyer à l'intérieur. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, c'est très bon. Il y a même des microfibres faites exprès pour nettoyer les vitres, qui va laisser moins de traces. On a aussi un manche pour aller dans les coins plus difficiles d'accès. Donc, c'est plus facile à nettoyer. Maintenant, un peu plus en profondeur, évidemment, un des problèmes qu'on a chez nous au Québec, c'est le sel et le calcium qui se retrouvent sur les tapis des véhicules. C'est très difficile à retirer. Il existe des produits pour ça. Oui, on a des produits spécifiquement conçus pour nettoyer le sel. Aussi, on a des tapis moulés pour le véhicule pour pas que l'hiver prochain, on aille à le refaire. Oui, parce qu'évidemment, c'est mieux de protéger que de corriger par la suite. De toute façon, c'est plus propre, puis ça accumule pas l'humidité non plus. C'est ça. Puis, lorsqu'on a des tapis en caoutchouc, c'est important aussi de les nettoyer avec le bon produit fait pour ça. OK. En terminant, tu veux nous parler de sambon pour les habitacles, parce qu'il y en a qui sentent très fort, mais il y en a qui sont là pour neutraliser les odeurs. Oui, évidemment, on a tous les sapins qu'on avait depuis toujours. C'est encore populaire, c'est une grosse business. Oui. On a maintenant aussi un traitement choc qu'on active, on laisse dans le véhicule, on met à recirculation. Évidemment, on ne reste pas dans le véhicule. on le laisse fonctionner 15 minutes. Après, on le laisse aérer. Puis ça enlève les odeurs partout dans le véhicule, même dans les conduits de ventilation. Nous voici rendus au moment de l'émission où vous allez sérieusement déchanter parce que le prix du Mercedes-Benz EQB n'est aucunement compétitif par rapport à ses rivaux que sont Audi Q4 e-tron, évidemment le Genesis GV60, le duo C40 XC40 chez Volvo, de même que le Lexus RZ 450e. Pas d'éligibilité aux crédits gouvernementaux d'aucune sorte. Prix d'entrée sans option, transport préparation inclus à 79 183 $ sur le véhicule qu'on conduit aujourd'hui et qui n'est pas un modèle à 7 passagers. On a 12 000 $ d'options pour un coût total de 91 183 $. Tout ça pour une autonomie de 356 km annoncée. Alors, on est complètement dans le champ et on vient frôler le prix d'entrée d'un Mercedes-Benz EQE qui va utiliser une partie de cette technologie-là, mais qui va offrir une autonomie supérieure. Alors, ça explique en grande partie pourquoi le véhicule ne se vend que très peu. Et pour vous donner une idée, le prix d'entrée d'un Mercedes-Benz EQB comme celui-là est 14 000 $ plus élevé que celui d'un GLB 35 AMG, évidemment plus performant, mais dans lequel vous allez mettre quand même un peu de carburant. Alors, d'entrée de jeu, on disait que le Mercedes-Benz EQB était le modèle le plus abordable des modèles à motorisation électrique de Mercedes-Benz. Mais lorsqu'on regarde la facture du modèle d'essai que l'on a ici aujourd'hui et qu'on la compare aussi avec le prix de départ d'un VUS EQE de Mercedes-Benz à motorisation électrique, on s'aperçoit que les prix sont vraiment très similaires. Donc, où est vraiment l'avantage à choisir ce modèle-ci plutôt qu'un EQE VUS? Gabriel, les deux sont chers. Oui, c'est ça. C'est pas compliqué. Chez Mercedes, les véhicules électriques sont très coûteux. On est peu compétitif en matière de prix. Mais c'est vrai que rendu là, à un peu plus de 91 000 $, explique-moi comment tu justifies ce prix-là. Parce que non seulement tu chevauches pratiquement le prix du EQE VUS, comme tu le mentionnais, mais c'est difficile de justifier un prix qui est 25-30 000 $ supérieur à celui d'un GLB régulier où tu te situes. Donc, la hausse de prix par rapport à ces produits-là est non justifiable et, comme tu le dis, le chevauchement des deux prix, ça fait en sorte qu'on s'en désintéresse. D'ailleurs, Mercedes n'en fait pas de promotion de ce produit-là. C'est ça qui est drôle. Ouais. Ils ne font pas de promotion sur ce modèle-là en particulier, mais aussi quand on compare justement avec le EQE VUS, on s'aperçoit qu'on a la même motorisation, les mêmes moteurs, mais surtout une batterie de plus grande taille qui te permet d'avoir plus, à peu près une cinquantaine de kilomètres de plus d'autonomie. Et ça, c'est un facteur important. Il y a aussi un certain désavantage financier par rapport à la concurrence directe de ce véhicule-là, qui est le Audi Q4 e-tron,
Tucson ou le Genesis GV60, qui sont aussi des véhicules qui ont été conçus au départ pour une motorisation entièrement électrique. Mais parmi ces produits-là, il y en a plusieurs qui sont éligibles à des crédits parce que les prix de base sont très alléchants. Ou sinon, dans le cas de Genesis, ben non, on n'est pas éligible à des crédits, mais on est passablement moins cher que ça. Alors, tu regardes ça de tous les côtés, le prix est injustifié, on n'est pas dans le coup, et c'est la raison pour laquelle on n'en vend pas. Cette émission vous a été présentée par votre quincailler Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. La semaine prochaine à l'émission, on met à l'essai le nouveau 6 cylindres en ligne turbo-compressé baptisé Hurricane, développé par Stellantis à bord du Jeep Grand Wagoneer L.